Bonjour et bienvenue sur le webinaire « Les fondamentaux du dialogue social » qui est proposé par l'UDES, qui est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Ce webinaire vous est proposé dans le cadre du cycle prévu par le collectif Petites et Moyennes Associations Employeuses, le collectif PMAE. Il a été lancé en 2006 par 6 partenaires qui sont l'AVIS, Corum, le CELICRES, le mouvement associatif, le réseau national des maisons des associations et l'UDES. Ce webinaire est consacré au dialogue social. Mais pourquoi s'intéresser au dialogue social? Car il est nécessaire à la bonne marche des associations. Il constitue un réel enjeu en termes de qualité de vie au travail. Il peut enfin être source d'obligation pour l'employeur. Par ailleurs, un projet sur cette question est actuellement en discussion au Parlement. Le sujet est assez complexe et ce webinaire vous propose un premier niveau d'information générale sur le sujet. Selon leur niveau de connaissance, selon votre niveau de connaissance, vous pourrez poser des questions sur les sujets que vous souhaitez creuser davantage. Il y aura des temps de questions qui seront proposés pendant tout le long du webinaire. Vous aurez la possibilité de le faire grâce au module de questions qui est en bas à droite de votre module d'écran durant le webinaire et nous tâcherons d'organiser des temps de réponse pendant cette session. Il sera également possible de télécharger à la fin du webinaire des ressources complémentaires pour vous éclairer sur le sujet sur le site internet du mouvement associatif. Ce webinaire sera conduit en 3 parties. La première vous aidera à repérer ce que recouvre le dialogue social en général, quelle est son organisation, quels sont ses acteurs, quels sont ses enjeux. C'est Violaine Frosseil de l'UDES, qui est responsable du pôle des relations sociales, qui présentera cette partie. La seconde partie vous permettra de mieux comprendre à quoi sert une convention collective, qui est largement liée à cette question du dialogue social, le rôle d'un syndicat employeur dans la bonne mise en œuvre du dialogue social dans l'association. C'est Christine Rodriguez, qui est déléguée générale du Conseil national des employeurs d'avenir, le CNEA, qui présentera cette partie. Le CNEA, qui couvre 3 branches professionnelles, l'animation, le sport, le tourisme social et familial, et qui compte environ 5000 adhérents. La dernière séquence permettra de voir ce que peut donner concrètement le dialogue social en pratique au sein d'une association, grâce à Gilbert Lozachner, qui est directeur général d'une structure CLAGE, le CLAGE, qui est l'association Culture, Loisirs, Animation, Jeux et Éducation, qui est une association gestionnaire de centres d'animation à Paris. Et grâce à M. Lotfi Mzougi, qui est délégué du personnel titulaire au sein de cette structure. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Violaine Frosseil pour nous présenter cette première partie en lui demandant, quand on parle de dialogue social, de quoi parle-t-on exactement, Violaine? Eh bien, le dialogue social, ce n'est pas une notion qui est très précisément définie. Ceci dit, le Bureau international du travail nous indique que c'est toute forme de négociation, de concertation, d'échange entre les responsables, les représentants des employeurs d'une part et les représentants des salariés d'autre part. Donc, on va aborder dans le cadre de ce dialogue social toutes les questions sociales, économiques, qui ont trait au marché du travail, à la vie de la structure, de l'entreprise, de l'association. L'objectif, c'est de parvenir à un consensus si possible. Le dialogue social peut prendre diverses formes. Il peut être conduit de manière assez informelle ou de manière plus formelle, plus institutionnelle. Il y a différents niveaux du dialogue social. Ça peut être traité au niveau national, au niveau régional, au niveau local, mais également au niveau de l'interprofession, au niveau multiprofessionnel, au niveau de la branche, au niveau de l'entreprise. Il faut savoir également que le dialogue social découle d'un principe constitutionnel, puisqu'il découle du préambule de la Constitution de 1946, qui dit que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective de ses conditions de travail et à la gestion des entreprises. Violaine, qui sont les partenaires sociaux qui sont investis dans ce dialogue social? Eh bien, donc les partenaires sociaux, ce sont les représentants des employeurs d'une part et les représentants des salariés d'autre part. Au niveau national, les plus connus, ces partenaires sociaux les plus connus
sont placés au niveau de l'interprofession, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vocation à représenter les secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. Côté patronal, le MEDEF, la CGPME et l'UPA sont les organisations patronales. Côté syndicat de salariés, vous avez la CFDT, la CFE-CGC, la CFCC, la CGT et FO. Ces organisations sont reconnues représentatives selon des critères qui sont fixés dans la loi, par exemple le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence, l'influence, l'audience, calculée sur la base d'élections pour les organisations syndicales de salariés et sur la base des adhésions pour les organisations patronales. Mais au-delà du MEDEF, de la CGPME et de l'Union professionnelle de l'artisanat, est-ce que le paysage patronal français est si simple à comprendre? Eh bien non, pas du tout, c'est beaucoup plus complexe que cela, puisque la loi du 5 mars 2014 a reconnu un niveau intermédiaire de représentativité entre l'interprofession et la branche professionnelle, c'est le niveau multiprofessionnel, qui est reconnu à des organisations sur les champs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est l'UDES qui assume cette fonction de représentation des employeurs au niveau multiprofessionnel pour l'économie sociale et solidaire. Pour les professions libérales, vous avez l'UNAPL, et pour l'agriculture, vous avez la FNSEA. Donc ces organisations entre niveau interprofessionnel d'une part et niveau multiprofessionnel d'autre part ont des rôles distincts. Au niveau de l'interprofession, bien le MEDEF, la CGPME, l'UPA négocient des accords nationaux interprofessionnels. Ils vont établir et mettre en œuvre un agenda social, co-gérer des organismes paritaires de protection sociale et participer à la co-construction des politiques publiques. De leur côté, les organisations multiprofessionnelles vont être consultées par ces organisations patronales interprofessionnelles dans le cadre de la négociation des accords nationaux interprofessionnels. Les organisations multiprofessionnelles vont aussi participer à la construction de l'agenda social et elles vont être associées à des instances multipartites de dialogue social national et territorial, ainsi qu'à la co-construction des politiques publiques. Et en pratique, ça donne quoi le dialogue social? Alors, en pratique, les organisations reconnues représentatives au niveau interprofessionnel, donc aussi bien les représentants des employeurs que des salariés, vont négocier des accords nationaux interprofessionnels qui vont s'appliquer à ceux qu'ils représentent. Donc, lorsqu'un accord national interprofessionnel est conclu, normalement, il n'entraîne pas, il n'a pas d'impact sur le champ de l'économie sociale et solidaire et donc sur les associations. Il faut attendre que le gouvernement reprenne cet accord dans un projet de loi qui va traiter donc de questions sociales. Ça peut très bien être sur la formation professionnelle, sur le temps de travail, le contrat de travail. Et une fois que ce projet de loi est soumis au vote du Parlement, ça devient une loi qui concerne absolument tout le monde, donc les associations comprises. Et cette même loi va mettre à la charge des branches professionnelles et des entreprises des obligations qui souvent, mais pas exclusivement, vont devoir être mises en œuvre par le biais de la négociation collective, donc dans le cadre d'une convention collective de branche ou d'accord d'entreprise. Et sur cette base, comment les intérêts des associations sont-ils pris en compte? Eh bien, les intérêts des associations sont pris en compte notamment par l'UDES, qui, de par la loi du 15 mars 2014, s'est vu reconnaître le statut d'organisation patronale multiprofessionnelle. Et à ce titre, il est fait obligation à la délégation patronale en charge de la négociation des ANI de consulter les organisations patronales multiprofessionnelles, donc l'UDES pour le secteur associatif et plus largement l'économie sociale et solidaire, l'UNAPL pour les professions libérales et la FNSEA pour l'agriculture. Et c'est dans ce cadre-là que l'UDES va faire valoir les spécificités de ses adhérents, des associations employeuses, leurs problématiques propres qui vont pouvoir être prises en compte dans le cadre de cette négociation. Également, l'UDES va pouvoir faire valoir les intérêts des associations employeuses lors des auditions devant les députés à l'Assemblée nationale et devant les sénateurs au Sénat, à chaque fois devant la commission des affaires sociales qui va amender les projets de loi. Mais dans le dialogue social, il n'y a pas que cette question de la négociation. Effectivement, il n'y a pas que la question de la négociation. Le dialogue social ne se résume pas à ça. Il y a de la concertation, des échanges. Par exemple, au niveau national, les partenaires sociaux participent
à la co-construction des politiques publiques en siégeant dans des instances, par exemple le COT, qui est le Conseil d'orientation des conditions de travail, donc qui va venir en coélaboration des politiques publiques sur la santé au travail. Également, au niveau de l'entreprise, on peut échanger sur tout un tas de sujets, comme les perspectives économiques et financières de l'association, mais aussi l'évolution des métiers, des emplois, des compétences. On voit que le dialogue social se base sur des éléments de droit, que son contenu en découle, mais quelles sont les normes à appliquer en matière de droit du travail? Alors, on en vient aux sources du droit et à leur hiérarchie, leur articulation. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en France. Donc, ça se présente sous forme un peu pyramidale schématiquement, comme vous le voyez à l'écran. C'est-à-dire qu'en matière sociale, en droit du travail, en droit social, il y a un socle commun qui va s'appliquer à tout ce qui découle de la loi et des règlements, et qui donc s'applique à tous les salariés, tous les employeurs, quel que soit le statut de la structure, que ce soit une société à statut commercial, mais aussi une association, une mutuelle, une coopérative. Donc, en l'occurrence, ça va être le Code du travail, le Code de la sécurité sociale, qui vont fixer des règles d'ordre public. Le règlement, c'est-à-dire des textes de type décret, arrêté, circulaire, vont apporter tout un tas de précisions. Et puis, il y a une deuxième strate, éventuellement, c'est-à-dire les conventions collectives de branche, si la structure est couverte. Et ces conventions collectives vont permettre d'adapter ces règles légales au secteur d'activité donné. La loi, toutefois, reste supérieure dans son application. Et puis la dernière strate, ce sont les accords d'entreprise et d'établissement qui vont permettre d'adapter les règles fixées à un niveau supérieur, donc fixées par la loi, le règlement ou la convention collective si celle-ci permet, donc qui va permettre d'adapter, voire de déroger, pour venir en adéquation des besoins de l'entreprise. Alors il y a quand même des exceptions, notamment toutes les règles d'ordre public absolu. En général, elles sont définies dans le Code du travail. Et puis il y a des choses auxquelles on ne peut pas déroger que la convention collective de branche fixe, dans 4 domaines tout particulièrement, c'est-à-dire les salaires minima, les classifications professionnelles, tout ce qui va être mutualisation des fonds de la formation professionnelle, et puis les garanties collectives de type prévoyance, complémentaire santé, etc. Donc, avant de passer la parole à Christine Rodriguez, nous allons introduire cette séquence par un petit quiz pour savoir comment appliquer une convention collective de branche. Donc, nous allons passer le quiz maintenant et vous aurez quelques secondes pour y répondre. Et ensuite, nous commenterons les résultats avant de passer la parole à Christine Rodriguez. Voilà, le sondage s'affiche. On espère avoir une large participation. Donc, la question est comment savoir quelle convention collective de branche appliquer? La première réponse, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs, je prends en compte l'activité secondaire de ma structure, je regarde l'effectif de ma structure, je contacte l'inspection du travail, je m'appuie sur mon code NAF, je contacte Pôle emploi. Voilà, on espère avoir beaucoup de votants. Il y a plusieurs réponses possibles, je rappelle. On vous laisse encore quelques secondes. Alors, en termes de résultats, je vais vous les lire pour que vous ayez tous... Alors, sur la question de « je prends en compte l'activité secondaire de ma structure », nous avons 19% de répondants. Je regarde l'effectif de ma structure, nous avons 11% de répondants. Je contacte l'inspection du travail, nous avons 35%. Je m'appuie sur mon code NAF, c'est un vrai plébiscite puisque nous sommes à 90%. Par contre, pas de volonté de contacter Pôle emploi puisqu'il y a 1%. Donc, Christine Rodriguez, je vais peut-être vous demander de commenter les résultats de ce quiz avant de vous demander plus globalement pour nous aider à savoir quelle convention collective appliquer, puisque Violaine Procey nous a bien
m'indiquait que sur cette question du dialogue social, la question de la convention collective est très importante. Vous demandez comment elle se présente et on a commencé à y répondre, mais surtout à quoi ça sert. Merci Marion. Je pense que ce serait bien de passer au slide suivant. Ça va m'aider à en fait commenter donc les résultats de ce quiz. Merci en tous les cas d'y avoir largement répondu. Le prochain slide. Voilà. Parce qu'en fait, on revient donc quelle convention collective de branche appliquée, donc l'activité principale de l'association, et là je vais revenir donc sur le petit quiz. Donc les réponses, alors en fait, je prends en compte l'activité secondaire de ma structure. Écoutez, je pense qu'il s'agit simplement, nous sommes avant les vacances, donc je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un petit temps de repos parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout l'activité secondaire, mais on est bien dans l'activité essentiellement principale de la structure. C'est-à-dire qu'on va aller regarder à travers un certain nombre d'éléments quelle est effectivement mon activité principale. Alors, je vais y revenir, on peut également regarder l'effectif de ma structure, ça fait partie des bonnes réponses malgré tout, sauf que tout dépend à un moment donné où on le situe, puisque je pourrais donner un exemple, par exemple, sur nos champs, puisqu'on l'a expliqué tout à l'heure, nous couvrons en ce qui concerne le Sénat 3 champs, l'animation, le sport et le tourisme social et familial, et que par exemple, pour faire le distinguo entre, on va dire, l'application de la convention de l'animation ou du sport, à un moment donné, on peut effectivement regarder le nombre d'heures des salariés qui relèvent tantôt de l'animation, tantôt du sport, et pas seulement. On contacte l'inspecteur du travail, oui, pourquoi pas, hein, l'inspection du travail, puisqu'ils ont vocation à répondre aussi bien aux salariés qu'aux employeurs. Je m'appuie sur mon code NAF ou APE aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il y a eu un très gros pourcentage de réponses, 90%. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est simplement une valeur indicative, le code NAF, et qu'il ne faut pas se baser exclusivement sur son code NAF parce que quelquefois on n'a pas le bon code NAF. Donc en réalité, ça n'est qu'un indicateur et ce n'est pas ce qui prime. Je contacte Pôle emploi, bien évidemment que non. Donc là, il me semble qu'il manque une réponse. Écoutez, je parle pour les adhérents du Sénat qui nous regarderaient et les futurs adhérents. On contacte surtout son syndicat d'employeurs pour savoir, quand on a une hésitation, de quelle convention collective on relève. Et en même temps, ça permet d'envoyer des documents, type les statuts, qui vont servir aux juristes pour faire une étude complète. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est une compilation d'éléments qui vont faire qu'on va déterminer l'activité principale de l'association. Et c'est vrai que c'est quelquefois assez compliqué. Voilà, je ne sais pas si vous pourrez poser vos questions, si quelquefois je ne suis pas allée assez loin dans l'explication. À travers le petit schéma que vous avez sous les yeux, donc on voit qu'une fois qu'on a défini l'activité principale de l'association, soit c'est une convention collective étendue, ce qui est le cas par exemple pour l'animation, puisqu'on va voir après, on a un petit schéma sur la convention collective d'animation, et auquel cas elle est obligatoire, voilà, pour tout le monde. Ou alors on est dans le champ d'une convention collective non étendue, ou alors pas dans le champ d'une convention collective du tout, auquel cas c'est soit l'application du code du travail direct, ou alors l'entreprise a toujours la possibilité de faire une application volontaire, totale ou partielle de la convention collective. Voilà pour ce qui est de ce slide. Je pense. On va passer au slide suivant pour savoir comment se présente une convention collective. Voilà, je pense que ça. Exactement. Merci. C'est important de voir la structuration d'une convention collective. Là, entre autres, nous avons la convention de l'animation, mais globalement, je pense qu'on peut dire qu'elles sont à peu près toutes structurées de cette façon-là. Donc, on a un certain nombre de chapitres ou de titres. Et pour ce qui relève de la convention collective, on va souvent aller voir le champ d'application.
Et si vous allez voir le champ d'application, par exemple, de la convention de l'animation, vous allez avoir une certaine description du champ qui en relève et ça va vous aider à voir si c'est bien celle-ci qu'il faut appliquer ou pas. Ensuite, on voit qu'on a différents chapitres. Là, entre autres, donc, on a 9 chapitres. D'ailleurs, il en manque un 10e. Et le compte épargne-temps, je le vois sur le petit schéma. Voilà, sachant que le chapitre 3 est réservé aux instances représentatives du personnel, donc ça nous concerne pleinement là, étant donné qu'on parle du dialogue social, et ça va traiter des délégués du personnel, du comité d'entreprise, conseil d'établissement. Et puis on a aussi le chapitre 2 dans la Convention, le droit syndical qui est important, puisque dans ce chapitre 2, on a un article qui relève de fait des accords d'entreprise. Voilà, comment mettre en place un accord d'entreprise au sein de notre structure. Voilà ce qu'on peut dire sur la structuration d'une convention collective. Bien évidemment, il n'y a pas vocation là sur le dialogue social à rentrer dans tous les chapitres, mais je pense que c'est intéressant de voir un petit peu l'ensemble. Donc, quels sont les négociateurs d'une convention de branche? Alors évidemment, il y a les partenaires sociaux, d'ailleurs nous sommes là autour de la table, puisqu'on laissera la parole après à la structure classe, on dit classe. Donc, il y a les organisations syndicales de salariés et les employeurs représentatifs dans la branche. Donc, c'est vrai dans toutes les branches, sachant que pour ce qui nous concerne, par exemple, dans la branche de l'animation, il y a un syndicat d'employeurs, c'est le CNEA, et il y a 6 organisations syndicales de salariés dans cette branche. Ensuite, dans la branche du sport, nous sommes 2 organisations d'employeurs et nous avons 7 organisations syndicales salariales puisqu'il y a 2 organisations qui concernent le sport pro. Et dans le tourisme social et familial, nous avons 4 syndicats d'employeurs et les 5 organisations représentatives au niveau national. Voilà pour ce qui est des partenaires sociaux. Ensuite, quel est l'intérêt pour un employeur d'appliquer une convention collective de branche? Alors là, je pense que je pourrais parler très longuement. On a fait un petit focus. Dialogue social facilité, bien évidemment, puisque si on prend l'exemple des champs, en tous les cas, que moi je maîtrise plus particulièrement, dans la branche de l'animation, comme vous le savez, pour ceux qui en relèvent et qui sont connectés actuellement, nous avons l'obligation de mettre des délégués du personnel en place à partir de 6 salariés équivalents temps plein. Dans la branche du sport, c'est 7 salariés équivalents temps plein. Dans le tourisme, c'est le code du travail. Le code du travail dit normalement 11 salariés. Donc voilà, donc les partenaires sociaux ont beaucoup misé sur le dialogue social et nous, CNA et Économie sociale et solidaire, on est très attachés à avoir des instances représentatives dans nos structures. L'intérêt pour l'employeur, au-delà d'un dialogue social, et je laisserai la parole à mes collègues ensuite, au-delà, ça facilite inévitablement le dialogue social, ça vient en amont d'un certain nombre éventuellement potentiellement des conflits qui pourraient intervenir et donc on ne veut absolument pas. Donc, pour finir, le rôle du syndicat d'employeurs auprès de ses adhérents, c'est évidemment, là, un syndicat c'est un partenaire privilégié, je dirais extrêmement privilégié. Donc là, on a mis en rouge l'exemple du Conseil national de l'emploi d'avenir, puisque c'est nous qui parlons. En fait, alors le CNA, il représente les intérêts de ses adhérents dans les négociations des 3 branches, comme on l'a dit, on paye les pouvoirs publics. Il organise sa régionalisation à l'heure actuelle à travers la désignation, comme c'est inscrit, des délégués régionaux qui garantissent le positionnement et les missions du CNA au niveau territorial. Et nous avons vocation à accompagner nos adhérents au quotidien à travers des conseils juridiques, à peu près 18 000 par an, d'où une équipe juridique composée de 9 juristes avec 2 responsables. Nous avons des réunions d'information dans toutes les régions, des fiches infos sur nos 3 champs conventionnels, des guides pratiques et des cahiers thématiques, justement, qui peuvent appuyer et aider nos adhérents au quotidien dans également le fonctionnement du dialogue social et la mise en place d'un bon climat social
Et nous avons tout un tas d'outils RH aussi qui permettent cette prise en compte. Voilà, je pense que ça va très vite. Voilà, je pense qu'il faut que je m'arrête là. Merci beaucoup Christine, en tout cas, je pense que vous avez... Merci de votre indulgence, hein, ceux qui nous regardent, parce que c'est pas évident, je l'assure. Merci beaucoup Christine, et je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs vont se rapprocher du CNEA pour avoir plus d'informations et regarder votre site avec les outils que vous proposez pour pouvoir se rapprocher de vous et poser des questions complémentaires, puisque vous avez une équipe... Je vais me faire les juristes vont donner, non mais t'as pas dit ça, il fallait dire ça, et... Voilà, je voulais faire un petit temps de repos pour poser quelques questions à Violaine Trosseil au sujet de son intervention, pour revenir à vous, pour vous reposer un peu. Donc, Violaine, nos internautes nous demandent quel est le taux de syndicalisation dans le secteur associatif. Alors, on n'a pas de chiffre exact. On peut dire c'est qu'en France, côté salarié, le taux de syndicalisation est autour de 8%. On n'a pas de chiffre spécifique sur l'associatif. Et côté employeur, le taux de syndicalisation est finalement assez fort, même si on n'a pas de chiffre exact, mais il est notamment très fort dans tous les secteurs qui sont soumis à agrément et qui dépendent beaucoup de financement public. On peut notamment penser à l'aide et aux soins à domicile ou tout le secteur médico-social, mais également l'animation, le sport, etc. Mais on n'a pas de chiffre vraiment précis, officiel. Et la seconde question qui s'adresse à vous, qui est en lien avec la loi sur le dialogue social qui est en cours de discussion au niveau du Parlement, si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment l'économie sociale et solidaire sera représentée dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles? Alors peut-être avant de répondre à la question, expliciter ce que vont être ces comités régionales interprofessionnels et comment l'UDES sera associée à ces comités. Alors, en fait, ces commissions, effectivement, découleront très certainement de ce projet de loi qui va être voté dans quelques jours. Donc, ces commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont vocation à représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de 11 salariés au niveau régional sur la base des 13 grandes futures régions au 1er juillet 2017. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont des commissions paritaires définies sur un périmètre interprofessionnel. Donc a priori, je dis bien a priori, tel que la loi le prévoit, l'UDES n'y serait pas associé, mais rien n'est joué, puisque l'UDES tient à nourrir un dialogue social toutefois à être présente dans le dialogue social tel qu'il sera voté. Donc il y aura peut-être des arbitrages et puis des accords à trouver avec nos partenaires. Il ne faut pas oublier également que l'UDES a mis en place un certain nombre d'espaces régionaux de dialogue social sur quelques territoires. Et ces espaces régionaux de dialogue social, alors, même s'ils ne sont pas exclusivement destinés aux salariés et aux employeurs des structures de moins de 11 salariés, eh bien, vont permettre de nouer un dialogue social qu'on va nommer dialogue social de projet autour d'expérimentations qui peuvent être sur la santé au travail, les parcours et les mobilités professionnelles. Donc c'est la réponse que je peux vous donner à ce stade. Les choses ne sont pas figées et puis évolueront dans le temps. Alors maintenant, nous avons 3 questions pour Christine. Donc, je vais en poser une toute seule et les 2 autres regroupées, sachant qu'on peut aussi renvoyer un ensemble de ressources qui peuvent être disponibles au niveau du CNEA, au niveau de l'UDES, pour avoir des informations complémentaires. Alors, la première question est de savoir comment savoir si la convention collective est étendue ou pas. Ben ça, c'est au journal officiel, en fait. Il faut consulter le journal officiel pour savoir si la convention est étendue ou pas. Alors, sachant que pour nos 3 champs, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, en tous les cas, les 3 qu'on représente au CNEA et les 3 conventions collectives sont étendues. Donc applicables à l'ensemble des structures qui en relèvent au niveau national, qu'elles appartiennent d'ailleurs, enfin qu'elles adhèrent ou non à un syndicat d'employeurs. Voilà. Très bien. Alors ensuite, il y a une question qui est un peu complémentaire sur comment fonctionne une application partielle de la convention collective dont vous avez parlé tout à l'heure, et qu'est-ce que l'association peut décider d'appliquer ou pas de cette convention collective.
Et j'y ajouterai la fin de la question sur le nombre de salariés, est-ce qu'il rentre en compte dans le choix de cette convention collective ou pas? Le nombre de salariés, oui. Alors, tout dépend. Alors, pour revenir, pardon, la première, c'était... comment fonctionne une application partielle de la convention collective? En fait, on peut choisir, en fait. À partir du moment où on prend l'option d'un champ conventionnel, puisqu'on n'en relève pas et normalement on relève du Code du travail, on se dit on va faire une application volontaire. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'employeur est libre de prendre dans la convention collective ce qu'il souhaite appliquer à ses salariés. Il n'y a pas de mémoire. Après, il faudrait que je regarde davantage dans les textes, mais en tous les cas, là comme ça, pour moi, il prend les volets qu'il veut bien prendre dans la convention collective qu'il souhaite appliquer. Voilà. Après, le nombre de salariés, est-ce qu'il rentre en compte dans le choix de la convention collective? C'est un des éléments qui peut rentrer en compte quand on a un doute en fait sur le choix entre une ou l'autre des conventions collectives. Comme je l'expliquais tout à l'heure, alors je ne vais peut-être pas tout détailler là, mais par exemple entre la convention de l'animation et la convention du sport, sachant qu'à un moment donné, la convention du sport a été étendue de mémoire en novembre 2006. À ce moment-là, il y a beaucoup de salariés qui relevaient de la convention de l'animation et il y a eu un choix qui s'est opéré par la structure de rester sous la convention collective de l'animation ou de passer sous la convention du sport. Donc ça ne répond pas forcément tout à fait à la question, mais c'est un des éléments. Et après, effectivement, c'est de savoir, si on a un doute entre deux conventions collectives, il faut prendre en compte quand même l'effectif par, on va dire, activité. Et je pense que, comme je le disais au départ, c'est pas que je ne veux pas répondre aux questions, mais on les a très souvent, c'est très compliqué. Quand on d'office, on ne se retrouve pas vraiment dans le champ d'application d'une convention collective, quelle qu'elle soit, il faut se rapprocher de juristes qui vont à la fois, comme je le disais tout à l'heure, étudier et vos statuts, puisque je m'adresse potentiellement aux gens que je ne vois pas, mais qui sont derrière leur écran, donc surtout regardez vos statuts, comment ils sont rédigés, et c'est un ensemble de paramètres qui vont faire que vous allez relever, mais il n'y a pas que l'effectif de toute façon non plus. Mais à un moment, on peut, en fonction des activités, prendre en compte l'effectif. Sachant que je ne l'ai pas dit au début, mais ça arrive. Dans la majeure partie des cas, on relève d'un champ conventionnel, mais il se peut que de temps en temps, en fonction des activités, une structure puisse relever de plusieurs champs conventionnels. Mais ça, c'est pareil, il faut se renseigner auprès d'un syndicat d'employeurs si on en a un. Voilà, c'est mieux. Prenez toutes les garanties, en tous les cas, si vous avez le moindre doute. En tout cas, on a bien compris les grands principes de cette affiliation à la convention collective. Donc, je vous remercie de cette question. Ce que je vous propose, c'est de passer peut-être à la seconde partie de notre intervention avec les représentants du plage qui vont nous présenter une vision du terrain de cette question du dialogue social avant d'avoir en fin de webinaire une deuxième série de questions qui sera adressée à l'ensemble de nos intervenants. Donc, je vais commencer par Monsieur Gilbert Lozakmer, qui est, si je ne me trompe pas, directeur général d'une structure. Il y a des différences dans le secteur associatif, on est plutôt délégué que directeur. Donc, le CLAGE, qui, je le rappelle, est culture, loisirs, animation, jeux, éducation. Donc, je vais peut-être vous demander en quelques mots de vous présenter votre structure rapidement, de nous dire combien de personnes vous employez et de voir comment concrètement au quotidien vous travaillez en termes de dialogue social. Et je me permettrai d'y associer M. Lotkin Zougui pour délégué du personnel au niveau de la structure et qui va nous expliquer comment s'est construit ce dialogue social au sein de votre structure. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le CLAGE est une association gestionnaire de centres d'animation sur la ville de Paris. La ville de Paris compte 52 centres d'animation. Le CLAGE en gère 5, 4 dans le 12e et 1 dans le 11e. On a 38 équivalents temps plein en termes de salariés, ce qui représente environ entre 120 et 130 salariés, temps complet et à temps partiel.
Ensuite, bien sûr, on a un délégué on a deux délégués du personnel, un titulaire et un suppléant, avec lesquels nous menons un dialogue social tout au long de l'année. Nécessaire d'ailleurs parce que ça permet effectivement de point de vue et en même temps d'aller vers l'amélioration des conditions de travail auprès des salariés, parce que nous sommes dans le secteur, malgré tout, l'animation, où on a des horaires différents du monde du travail ordinaire, on va dire. Je suis dans l'animation, nous, par exemple, dans les centres d'animation, on a 64 heures d'ouverture par semaine. Ça veut dire des soirées, ça veut dire des nocturnes. Et bien évidemment, on a des temps de travail où on commence à 14 heures, on finit à 22h30, avec bien sûr un temps de repas intégré, etc. Donc forcément, une gestion particulière où on ne retrouve pas les exemples partout et une nécessité d'avoir un dialogue social régulier afin de pouvoir répondre à ces conditions de travail spécifiques. Et je crois qu'au niveau du CLAGE, on y tient beaucoup parce que ça permet aussi de donner de la qualité ou en tous les cas d'augmenter une valeur ajoutée auprès des usagers. Et je crois que ça c'est important parce qu'on ne doit pas oublier non plus que dans l'animation, on est aussi au service de l'usager et on doit donner satisfaction par rapport à des gens qui viennent de fréquenter nos activités de loisirs et de culture dans l'ensemble d'animation. Et donc je crois que le dialogue social contribue à améliorer cette qualité de prestation. Voilà pour le dialogue social. Alors bien évidemment, nous on a donc des élections des délégués du personnel. Le protocole qu'on a eu, on l'a signé pour 4 ans. Donc c'est pas facile, c'est important, ça demande une mobilisation. Bien évidemment, ensuite ça se renouvelle tous les 4 ans. Là encore, c'est pas simple. On a plusieurs établissements. Comme je disais, on a 5 centres d'animation, ça veut dire 4 dans le 12e, 1 dans le 11e. Permettre aux salariés de pouvoir voter au délégué du personnel, du coup l'organisation. Et c'est pas évident avec les horaires que je vous ai dit décalés. Tout ça, ça se prépare avec le délégué du personnel. Ensuite, on a avec le délégué du personnel une réunion mensuelle. On a aussi une négociation annuelle du plan de formation. Cet aspect des choses me semble très très important car on a des métiers qui évoluent très vite. Avec une technologie bien sûr, mais avec les demandes des usagers, il faut que nos animateurs techniciens et professeurs puissent y répondre. Donc le plan de formation est important. On traite aussi d'une newsletter en direction de tous nos salariés qui est mensuelle, où le dialogue social s'instaure aussi par cette newsletter. On a une invitation régulière du délégué du personnel au conseil d'administration de l'association. Là aussi, ça nous semble important. Il assiste à tout le conseil d'administration. Évidemment, il y a des questions, tout ça, c'est bon, voilà, ça donne aussi de l'émotion dans le conseil d'administration, et c'est pas plus mal. Ensuite, on a une réunion annuelle de l'ensemble des salariés, où les délégués du personnel participent, et on fait aussi ces réunions annuelles où on fixe les règles de fonctionnement global de l'association et les centres d'animation. Elle est importante que le délégué du personnel y soit, parce que là aussi, il peut entendre ce que disent les salariés de façon directe. Voilà un petit peu ce qu'on fait au niveau du dialogue social. Peut-être que je reviendrai après comment nous mettons ensemble les négociations avec les délégués du personnel. Je pense que vous avez quelque chose à dire. Donc, Clotilde nous oblige, je vais demander un petit peu le même exercice, mais sous l'angle du délégué du personnel cette fois, sur comment s'est mis en place ce dialogue social à votre niveau et comment aussi, peut-être personnellement, vous avez choisi de vous impliquer en tant que délégué du personnel, votre expérience par rapport à ce sujet. Oui, je rejoins totalement M. Le Zachner, tout ce qu'il vient de dire. C'est vrai, au CLAGE, depuis mon arrivée en 2006, on a eu beaucoup de difficultés au départ pour mettre en place un dialogue social à l'intérieur d'une structure comme le CLAGE. On était à l'époque que 4 centres et on n'a pas 36 ou 37 équivalents temps plein. Depuis que le chemin parcouru, beaucoup d'avancées sociales qui viennent avec la négociation et avec la confiance qu'on peut avoir avec l'employeur et la confiance aussi des collègues qui m'ont élu des personnels à cette structure. Et je veux vraiment dire deux petites choses sur
ensuite la négociation du dialogue social. On a eu l'augmentation des salaires de 2% pratiquement tous les ans. Surtout, je veux revenir actuellement à une vision particulière par rapport à notre secteur de travail, c'est les animateurs qui sont à temps partiel, que la convention collective aujourd'hui nous en protège un petit peu, parce qu'on a augmenté le temps de présence d'entreprise à 2 heures, une période de passé, c'était bientôt au minimum à 3 heures par semaine, c'était à l'époque on peut avoir jusqu'à 1 heure de travail par semaine. Et surtout au plage, on a pu chaque année négocier, donner la priorité au temps partiel pour augmenter le volume horaire. Il y a au plage aussi, on a eu une négociation d'avoir 6 semaines de congés payés. Tous les ans, il y a, cette année encore, on a eu encore des jours de négociation de jours supplémentaires qui sont variables par rapport à les fêtes, fin d'année, Noël, le jour de l'an. Et puis, on a bien négocié aussi, c'est pour ça que la négociation devient plus facile aujourd'hui avec la direction générale. Le temps de repas, que ce soit inclus dans le temps de travail, ça veut dire un rôle de personnel permanent, inclus dans les 35 heures. Voilà. Je ne sais pas si le temps d'aujourd'hui, pour moi c'était, c'est vrai, au départ un peu difficile, mais aujourd'hui, la négociation du dialogue social, et les idées, on arrive à avancer dans une petite structure comme le plage. Oui. Très bien. On a bien compris que la forme d'emploi au sein de votre structure est très atypique. Donc, je voulais savoir peut-être plus en détail, avant de vous passer la parole peut-être pour développer d'autres points, de savoir quelles ont été les principales choses sur lesquelles vous avez dû appuyer pour pouvoir gérer justement ces emplois atypiques et peut-être en termes d'idées nous rappeler combien il y a d'équivalents temps plein au sein de votre structure et combien de personnes ça représente en termes de chiffre de paye. Alors bon, d'abord en termes d'équivalents temps plein, on a 38 salariés équivalents temps plein. Mais ça représente, je vous le dis, entre 120 et 130 salariés, c'est-à-dire de bulletins de salaire tous les mois. La gestion des ressources humaines à l'intérieur d'une structure comme la nôtre est très importante parce que au-delà de salariés qui restent d'une façon assez longue dans les postes de travail, on a quand même une rotation du personnel et ça veut dire du recrutement. Donc il faut savoir aussi que nous avons établi, ça aussi ça fait partie du dialogue social, même si ce n'est pas toujours traité avec le délégué du personnel. Plus précise dans les postes de travail et ça permet même vous, vis-à-vis de vos salariés, de pouvoir aussi dire la même chose, de faire avancer et de mieux comprendre et de mieux aussi peut-être donner des orientations sur la formation. J'insiste un petit peu, mais la formation me paraît très très importante dans notre secteur. On nous demande de plus en plus de professionnalisation et cette professionnalisation passe par la formation. Et ça, il faut être très, très conscient de ça. Je crois qu'on n'y insiste pas suffisamment. Il suffirait de demander à une formation, par exemple. Parfois, il y a des budgets, des plans de formation qui sont réguliers, même nous parfois aussi. Mais en tous les cas, nous pensons, et je pense que la formation est importante. Alors, ensuite, dialogue social, c'est aussi, par exemple, on ne l'a pas dit, mais on a un conseil d'établissement. Et la convention collective, c'est 0,5% de la masse salariale. Le conseil d'administration du plage a pensé qu'on pouvait passer à 2% parce que c'est une redistribution une redistribution par des chèques vacances et des chèques cadeaux. On a un comité d'établissement, on donne voilà,
et ça me paraît important pour ce dialogue social. Ensuite, il y a des primes aussi, je parlais des fiches de poste qui enclenchent une évaluation annuelle de chaque salarié, et à la suite de laquelle, au-delà des augmentations à tout le personnel, il y a des primes qui sont données aux salariés suite à cette évaluation. Ce sont des primes annuelles, mais aussi des primes annuelles à tous les salariés comme des primes vacances. Donc voilà, des petites choses et qui permettent, de concrétiser ce dialogue social. Voilà un petit peu le contour rapide fait par le CLAGE sur ce qu'on peut emmener comme négociation. Très bien. Alors, je vais peut-être laisser une petite minute à M. Moudibi. Désolé pour le problème. Pour pas qu'on ait l'impression que les employés ont été muselés. Non. Juste en quelques mots, M. Moudibi, Murphy, si vous pouviez me donner peut-être les deux éléments qui vous semblent le plus importants en termes de dialogue social au sein de votre structure, les deux choses et les deux avancées les plus significatives, et peut-être un ou deux enjeux qui vous semblent importants à développer à l'avenir. Je vais vous demander d'être très succinct pour qu'on puisse répondre aux différentes questions des internautes. Oui, alors pour moi, là vraiment le délégué personnel, l'avancée la plus importante pour moi, c'était au niveau de catégorie des animateurs, des animateurs et professeurs qui est établi par la convention collective. Il y en a 10, 245 et 255, je crois. Aujourd'hui, au CLAGE, tout le monde au minimum 255. Ça veut dire vraiment un animateur qui arrive au CLAGE, ils sont en même indice 255, c'est-à-dire le minimum professionnel, bien sûr, mais en plus, ça c'est la base ça c'est la première avancée, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup encore dans notre secteur du métier qui vont passer, parce que je crois que c'est là qui travaillent pour ça avec les partenaires sociaux pour arriver à unifier les professionnels de l'animation. Très bien. Et puis, maintenant, le souhait, vous savez, toujours, on a des collègues dans l'animation, c'est un travail précaire, c'est un temps partiel, et bien, notre demande toujours, c'est de protéger le maximum. Voilà. Très bien. Donc, je vais basculer directement aux questions des internautes et vous laisser une question qui est, avec les délégués du personnel bien au fait de l'activité, les délégués syndicaux ne sont-ils pas de trop? Alors, effectivement, on avait choisi de ne pas forcément aborder la distinction entre délégués du personnel et délégués syndicaux, mais les internautes ont choisi de poser cette question-là. Donc, monsieur Moudibi, oui, mais là, je l'instant pour. Vraiment, il n'y a pas de concurrence entre les délégués personnels et les délégués syndicaux. Je m'explique. Le délégué syndical représente bien sûr un syndicat et l'intérêt ne sont pas les mêmes qu'un délégué personnel. Je m'explique. Dans la négociation, dans les entreprises, ça dépend des petites structures. Dans les structures, il n'y a pas de délégué. Dans les petites structures, il n'y a pas de délégué syndical. Surtout quand vous avez 6 ou 10 salariés, ils représentent à partir de 50 salariés ou un peu plus, c'est un représentant syndical. Corrigez, madame, si je me trompe. Et le délégué syndical ne peut pas prendre trop. Pourquoi? Parce que dans la négociation annuelle ou sur les conditions de travail, c'est un travail immense dans les grandes entreprises. Maintenant, les petites structures, c'est vrai, c'est différent. Évidemment, nous sommes moins représentés les syndicats parce qu'on voit les délégués personnels que fait l'office des délégués syndicaux. Et encore, il n'y a pas de délégués syndicaux parce qu'il n'y a pas de négociation annuelle. Voilà. Je ne sais pas comment on a abordé ce sujet, parce que j'ai l'impression qu'on nous pose les deux. D'accord. Donc, pour vous considérez ces deux aspects, délégués du personnel et délégués syndicaux, comme des aspects plutôt complémentaires que concurrents et qui permettent d'améliorer éventuellement la qualité du dialogue social au sein de l'entreprise et pas de lui nuire, si je vous suis. C'est bien ça. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Nous avons alors deux questions pour Christine Rodriguez.
Donc, la première est de savoir comment le CNEA et les syndicats employeurs travaillent avec les réseaux associatifs, puisque, comme vous le savez, ce webinaire est consacré aux réseaux, aux fédérations qui accompagnent des petites et des moyennes associations employeuses. Donc, c'est pour savoir comment le CNEA peut travailler avec ces réseaux qui accompagnent ces petites associations employeuses pour appuyer leurs fonctions employeurs. En fait, je n'ai pas la réponse là telle quelle, comment on travaille. Nous, notre principal, je dirais, notre axe, c'est de travailler avec les adhérents du CNEA et de pouvoir donc les accompagner, comme j'expliquais tout à l'heure, sur des questions qu'ils ont au quotidien, sur de la formation, etc. etc. Après, travailler avec des partenaires, puisque là on est sur ce qu'on a nos têtes de réseau. Il ne faut pas qu'on oublie non plus qu'au CNEA, si on se place sur la branche de l'animation, nos principaux adhérents, les têtes de réseau, il y a les ligues de l'enseignement, les Francas, Léo Lagrange, enfin tous les gros réseaux, les mouvements d'éducation populaire, et qui eux-mêmes ont aussi leur place et toute leur place au niveau national pour travailler avec les petites structures, etc. Quand il s'agit du rôle de l'employeur, on a des partenariats on arrive à ouvrir au fil du temps, et puis la branche également qui travaille au sein des différentes conventions collectives sur ces partenariats. Les CNEA a vocation à répondre à ces 5 000 adhérents, ça c'est la priorité. Donc je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais c'est d'abord nos adhérents. Donc, si je résume un petit peu ce que je veux dire, toute organisation qui dépend de la convention collective de l'animation, du sport ou du tourisme, qui est adhérent, qui est adhérent ou qui souhaite adhérer, exactement, peut se rapprocher de vous pour avoir des éléments pour pouvoir assurer sa fonction d'accompagnement des fédérations employées. Alors, il y a une dernière question pour vous. Quand une association a 3 salariés, est-elle obligée d'accepter une convention collective? C'est un petit peu la question qu'il y avait tout à l'heure. Alors, 3 salariés, 10, 15, 50, 1000, c'est pas une question de nombre de salariés. Tout à l'heure, on parlait de prendre en compte ce critère du nombre de salariés en complémentarité quand on recherche à savoir de quelle convention collective on relève. Je veux dire, si, je vais donner un exemple, on a au quotidien, même avec 3 salariés, la gestion des accueils de loisirs, des AMSH par exemple, inévitablement, un salarié 5 ou 5 000, on relève de la convention collective de l'animation. Donc, on doit appliquer, même avec 3 salariés, la convention collective de l'animation. Mais c'est vrai dans tous les champs conventionnels. Donc, c'est absolument pas une question de nombre de salariés, il faut le savoir. Avec un salarié, on applique la convention si on doit l'appliquer. Très bien. Alors, décidément, vous avez... Ah, mais c'est pas toujours été excluant. Quand on les voit pas avant de répondre, cette fois-ci, c'est la dernière. Quelle piste pour développer le dialogue social dans des structures dans lesquelles il n'y a pas de délégué du personnel et pas de budget pour les rémunérations? Pas de budget pour les rémunérations des délégués. J'imagine. Alors la piste, quand il n'y a pas de délégué du personnel, de toute façon, alors, si je reprends nos champs, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'animation, c'est 6 équivalents temps plein, c'est beaucoup moins que le code du travail, et dans le champ du sport, c'est 7. Rien n'empêche un employeur de mettre en place des délégués du personnel, même en dessous. Je veux dire, on peut toujours faire mieux que la convention collective. Donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, pour certains employeurs, ça peut paraître complexe de mettre en place des élections. C'est vrai que c'est tous les 4 ans maintenant. Alors, on peut faire le choix tous les 2 ans, mais généralement, quand on les met en place, c'est facilitant, on le fait tous les 4 ans. Mais évidemment, ça c'est mon point de vue également, c'est mieux d'avoir des instances représentatives du personnel dans une entreprise. Alors ça, je suis convaincue, pour avoir été DRH très longtemps,
pour accélérer et mener et faire en sorte qu'il y ait un bon climat social et pouvoir dialoguer tout ce qu'ont dit mes collègues préalablement, c'est bien d'avoir des instances représentatives. Maintenant, vous les mettez en place, voilà, si vous avez 3 salariés et que vous décidez de les mettre en place, vous avez le droit. 6, on ne peut pas, 6, c'est une obligation, voilà. Ça, je peux vous dire que ça, en dessous, vous pouvez toujours le faire et il n'y a au contraire aucun souci de mettre en place les élections du personnel. Et rapprochez-vous pour tout ça, pour ceux qui sont adhérents, vous le savez déjà, du syndicat, entre autres là, le CNA, mais pour d'autres champs conventionnels de votre syndicat d'employeurs, pour vous faciliter la mise en œuvre et l'organisation des élections, parce que c'est vrai que comme ça, au premier abord, ça paraît pas forcément très simple, mais on le reconnaît. Voilà. Très bien, merci Christine Rodriguez. Une dernière question pour Violaine sur la question de l'égalité femmes-hommes. La question qui est posée est sur l'UDES qui a impulsé une négociation sur l'égalité femmes-hommes. Et la question est de savoir si cet accord pourra s'appliquer à toutes les branches ou structures de l'économie sociale et solidaire. Alors, cet accord, effectivement, est en cours de négociation. Bien sûr, il y a un champ d'application qui est défini dans les accords négociés par l'UDES et qui se base sur les champs conventionnels de ses adhérents. Donc, effectivement, les structures qui sont rattachées à une convention collective de l'économie sociale et solidaire couverte par l'UDES seront concernées par cet accord, mais cet accord ne sera pas d'application directe puisque ce sont les branches professionnelles ensuite qui s'en saisissent pour le traduire vis-à-vis de leur structure. Mais effectivement, il concernera bien tout le champ de l'économie sociale et solidaire qui est structuré conventionnellement et couvert par l'UDES. Une dernière question, à moins que vous ayez un commentaire. Je peux juste faire un commentaire pour répondre à Violaine, pour appuyer ce qu'elle vient de dire, c'est qu'effectivement, l'UDES pose un cadre et les champs conventionnels se l'approprient. Et par exemple, si on prend, toujours pour revenir à nos champs, dans l'animation, on a déjà un accord qui arrive à 3 ans, là, donc on est en train de faire un rapport de branche pour pouvoir répondre aux indicateurs sur l'égalité homme-femme. Donc il existe déjà dans la branche d'animation. Et dans la branche du sport, nous sommes en cours de rédaction de l'égalité, de l'accord égalité homme-femme. Voilà, donc effectivement, dans les champs, on retrouve ces accords UDES déclinés. On va vous prendre une dernière question et l'intervenant qui souhaite répondre le fera pour une question très pratique qui peut concerner beaucoup de structures. Que faire avec les associations qui ne veulent pas appliquer une convention, alors qu'ils sont peut-être obligés, pour des raisons financières? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité financière de remplir les engagements de la convention collective. Si je comprends bien la question. Alors moi j'entends tout à fait le fait que les associations sont en difficulté par rapport aux baisses de subventions, à tout ce qui se passe dans le schéma économique. Sauf que quand même il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous les employeurs, quel que soit l'effectif, si vous relevez de la convention collective, vous êtes obligés de l'appliquer dans tous les cas. Donc quoi dire de plus? C'est-à-dire que si vous ne l'appliquez pas, malheureusement, à un moment donné, soit un salarié va revendiquer, soit il va aller devant le Conseil des prud'hommes pour la revendiquer. Donc moi, en tant que syndicat d'employeurs, je ne peux juste vous dire, vous avez l'obligation, si vous en relevez, d'appliquer la convention collective. Après, on peut comprendre que quelquefois, ça a un coût, puisque normalement, la convention collective a pour vocation à être plus favorable que le Code du travail. Et sachez aussi qu'à contrario, c'est une aide pour les employeurs. Je n'ai pas pu tout développer tout à l'heure, mais par exemple, dans l'animation, on a des contrats de travail qui nous permettent de faire travailler les salariés à temps partiel grâce aux partenaires sociaux qui ont mis en place, par exemple, la modulation. Sans ça, on ne pourrait pas faire travailler un certain nombre de salariés au niveau national. Donc, il y a effectivement ça a des coûts, mais ça apporte aussi beaucoup pour les employeurs d'appliquer une convention collective. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix si vous en relevez. Voilà, c'est tout ce que je peux dire avec, rapprochez-vous toujours de la même façon d'un syndicat d'employeurs pour avoir des éléments pour vous aider et vous trouver des solutions possibles. Je voudrais simplement rajouter et aller dans le même sens. Il est clair qu'il faut pouvoir appliquer
la convention collective ou en tous les cas le droit du travail, parce que trop souvent on pense s'entendre avec le salarié, mais très vite on peut transgresser des règles et au bout du bout, généralement l'association elle va payer très cher cette transgression par rapport à un ou des salariés. Donc le mieux, c'est de prendre du temps. C'est vrai que ça demande du temps, ça demande de l'investigation, des bonnes personnes, mais effectivement il y a les syndicats d'employeurs, il y a les propres syndicats de salariés qui peuvent aussi donner des renseignements. Moi j'invite les associations et les petites associations à faire un effort. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je tiens déjà à remercier l'ensemble des intervenants autour de la table, puisque ce n'est pas un exercice facile et pratique. Je tiens à remercier aussi les 115 participants à ce webinaire, ainsi que l'UDES pour ce travail de coordination et de mobilisation pour cette séquence. Nous savons que l'organisation de ce type d'exercice est assez importante. Nous tenons aussi à remercier l'ensemble des partenaires de ce webinaire, l'AVIS, Quorum, le CNCRES et le réseau national des maisons des associations. Je tiens aussi à vous informer que l'enregistrement audio et vidéo de ce webinaire sera disponible et envoyé par mail avec les ressources qui sont disponibles pour aller plus loin concernant cette question du dialogue social. Elles vont être mises en ligne dans la journée aujourd'hui. Et donc, je tiens à finir ce webinaire en vous disant qu'il y a un projet de loi sur le dialogue social qui est en cours d'examen au Parlement, sur lequel l'ensemble des partenaires qui sont aujourd'hui autour de la table vous donneront des informations complémentaires en fonction des discussions au Parlement. Merci encore et à très bientôt pour le webinaire qui aura lieu le 15 septembre sur la même horaire de 11h à midi. Et cette fois-ci, nous traiterons de la loi ESS et l'impact des récentes évolutions législatives sur les associations, puisque vous l'avez remarqué actuellement, différents décrets d'application sont en cours. Donc le CNCRES interviendra sur ces aspects-là. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, c'était très instructif. Merci, c'était très instructif.